Ce matin, un développement est apparu, et il pourrait compter beaucoup plus qu'il n'y paraît au premier regard. L'une des figures les plus importantes du côté iranien dans ces négociations pourrait maintenant se retirer. Ghalibaf, le président du Parlement iranien qui a fait face à Vance pendant 21 heures à Islamabad, l'homme que Trump lui-même avait désigné comme l'interlocuteur de Washington et ce qui se rapprochait le plus, côté iranien, d'un négociateur capable de conclure un accord, aurait démissionné de son poste de négociateur en chef de l'Iran. Voilà pour le théâtre de l'accord facile, où chaque crise est censée être un slogan de la capitulation. Selon plusieurs reportages citant Chanel 12 et des sources israéliennes, la raison serait l'ingérence croissante des généraux du corps des gardiens de la révolution islamique, ou CGRI, et le point de rupture aurait été une proposition qatari, simple, pratique, équilibrée. 20 navires iraniens auraient obtenu un passage garanti par Hormuz en échange de 20 navires en provenance des ports arabes du Golfe. Une formule réciproque, un nombre égal, aucune concession formelle sur la souveraineté, aucune humiliation publique pour l'un ou l'autre camp, seulement un mécanisme viable pour remettre le trafic en mouvement dans le détroit. Ghalibaf l'a appuyé, le CGRI l'a tué, et cela en dit peu, être plus sur ceux qui contrôlent réellement cette guerre que n'importe quelle déclaration officielle ne le fera jamais. Puis, selon ces reportages, Ghalibaf a démissionné en signe de protestation. Le pétrole est à 106,80 ce matin, en hausse de 5% depuis mercredi, et la Chine n'a pas dit un seul mot sur la démission de Ghalibaf. Ce silence n'est pas le genre de choses qu'un message de victoire à la Trump peut faire disparaître à force de crier. La plupart des médias traitent cela comme une dispute politique interne iranienne, une lutte de pouvoir entre factions. Le camp diplomatique est affaibli aujourd'hui, peut être qu'il se relèvera demain. Le gouvernement iranien est fragmenté, et les gouvernements fragmentés finissent par produire des négociateurs capables de prendre des décisions. Mais cette interprétation passe à côté de l'essentiel. C'est pas seulement une dispute politique, c'est un signal. Et ce signal n'est pas simplement que l'Iran est plus difficile à gérer aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Le signal, c'est que la faction à l'intérieur de l'Iran qui croit que la résistance vaut mieux que n'importe quel accord vient de gagner le débat interne. Dans le manuel du camp pro-Trump, chaque division interne est présentée comme un effondrement, jusqu'au moment où les durs l'utilisent pour consolider leur pouvoir. Cela compte parce que la Chine a déjà vu ce schéma. Lorsqu'un diplomate modéré est écarté par des militaires durs exactement au moment où un accord est à portée de main, ce qui suit est rarement une négociation normale. Cela change souvent la guerre. Voilà le cadre ici, le signal de déplacement diplomatique. C'est le moment où les personnes qui essaient de négocier sont poussées de côté par celles qui estiment que le coût du compromis est plus élevé que celui de la poursuite du conflit. Et comprendre ce que la Chine voit dans ce moment et pourquoi Pékin le lit très différemment de Washington en dit long sur ce qui pourrait suivre. Il faut commencer par la proposition qatari parce que les détails comptent. L'idée n'était ni grandiose ni symbolique. Elle était limitée, transactionnelle et soigneusement équilibrée. 20 navires iraniens passeraient par Hormuz. 20 navires du Golfe passeraient par Hormuz. L'échange serait réciproque. Aucun des deux camps ne concéderait formellement la question juridique. L'Iran ne renoncerait pas publiquement à sa revendication d'autorité sur le détroit. Les États du Golfe n'accepteraient pas publiquement la souveraineté iranienne sur leur passage. En termes diplomatiques, c'était exactement le genre d'ambiguïté qui peut maintenir une négociation en vie. Ghalibaf l'a soutenu, le CGRI l'a rejeté, mais pas à cause des chiffres. Le CGRI ne s'est pas opposé aux 20 navires, il s'est opposé aux précédents. Les gardiens de la Révolution ont clairement établi leur position. Le passage par Hormuz est coordonné avec les autorités iraniennes. Cela signifie que l'Iran n'est pas simplement une partie parmi d'autres. Dans la vision du CGRI, l'Iran est l'autorité par laquelle le passage est géré. Un échange réciproque avec les États du Golfe implique autre chose. Il implique une équivalence bilatérale, il implique que les navires du Golfe et les navires iraniens ont les mêmes droits d'accès de base. Et cela contredit directement la revendication du CGRI d'une autorité iranienne unilatérale sur le détroit. Un accord aussi équilibré est exactement le genre de choses qui gâche un bon discours de campagne. Donc, le CGRI n'a pas rejeté la proposition parce qu'elle était impossible sur le plan opérationnel. Il en a rejeté le cadrage, et lorsque Ghalibaf a tenté d'avancer avec ce cadrage, le CGRI s'en est pris aux décideurs. Ce n'est pas une tactique de négociation. C'est une décision structurelle. Cela montre qui détient le veto. Euronews et Iran International ont rapporté qu'en situation de guerre, les postes critiques en Iran doivent être choisis et gérés directement par les gardiens de la révolution. Ghalibaf et Arakchi peuvent être les visages publics de la négociation, mais ils ne peuvent pas prendre de décisions contraignantes sans l'approbation du CGRI. Le président Pezeshkian a été bloqué dans des décisions clés.
La nomination de Mohammad Bagher Zolgader comme secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale lui aurait été imposée par des commandants du CGRI malgré ses objections. Le gouvernement civil existe encore. Il envoie des délégations, il publie des déclarations, il s'assoit aux tables de négociation. Mais toute décision significative est soumise au veto du CGRI. C'est la partie qu'une performance au pupitre ne peut pas simplifier en « il supplie pour un accord ». Et aujourd'hui, le CGRI a exercé ce veto sur la seule proposition qui comportait suffisamment de concessions mutuelles pour faire avancer le processus. Trump a publié sur Truth Social que l'Iran est dans la tourmente, que personne ne sait qui commande et que la lutte entre les durs et les modérés est sérieuse. Il a raison au sujet des luttes internes, mais il se trompe peu être sur leur signification. Washington semble traiter la victoire du CGRI sur Galibaf comme une preuve de faiblesse iranienne. C'est peu être le contraire, c'est peu être une preuve de clarté iranienne. Qualifier chaque adversaire de chaotique est utile pour l'image de marque. C'est pas la même chose que comprendre la chaîne de commandement. Un pays n'est pas nécessairement plus faible lorsque sa faction la plus décisive consolide son pouvoir. Il peut devenir plus cohérent, plus discipliné et plus difficile à mettre sous pression. Un CGRI plus cohérent ne signifie pas que l'Iran est plus proche d'un accord. Cela signifie que l'Iran vient d'écarter la personne qui s'en était le plus rapprochée. Voilà ce que voit la Chine. Les médias occidentaux lisent souvent ce genre d'événement comme un dysfonctionnement. Pékin tend plutôt à y voir une reconnaissance de schéma. Le schéma, c'est le déplacement diplomatique, la mise à l'écart d'une faction diplomatique modérée par le commandement militaire au moment précis où un accord devient possible. Le parallèle historique n'est pas le Japon en 1941, parce que la prise de contrôle militaire y avait eu lieu bien avant Pearl Harbor. Le parallèle le plus précis est l'Europe en août 1914. Dans les derniers jours avant la Première Guerre mondiale, les diplomates civils en Allemagne et en Autriche-Hongrie disposaient encore de cadres de désescalade. Le secrétaire d'État allemand aux Affaires étrangères, Jago, et le ministre autrichien des Affaires étrangères, Berchtold, avaient des canaux, des propositions et une marge de manœuvre, mais les commandements militaires avaient quelque chose de plus rigide, des calendriers de mobilisation, les diplomates avaient des cadres, les généraux avaient des échéanciers, les échéanciers l'ont emporté. En quelques jours, l'espace diplomatique s'est effondré, la logique militaire a pris le dessus, et l'Europe est entrée dans une guerre que presque personne n'avait pleinement voulu déclencher sous la forme qu'elle a finalement prise. L'histoire a la mauvaise habitude d'ignorer la confiance affichée en conférence de presse. Le point n'est pas que l'Iran d'aujourd'hui soit l'Europe d'août 1914. Le point, c'est le mécanisme. Lorsque le commandement militaire déplace la diplomatie au moment précis où le compromis est disponible, cela signale que les militaires ont calculé que l'accord est plus dangereux que la guerre. C'est ce que le CGRI vient de signaler. Il a rejeté la proposition qatari parce qu'accepter tout arrangement fondé sur des droits d'accès réciproques affaiblirait la seule position qui donne à l'Iran un levier stratégique permanent, le contrôle d'Ormuz. Pour le CGRI, un Ormuz géré, stratégiquement, vaut plus que n'importe quel accord que l'Amérique offre actuellement. Et la Chine comprend ce calcul parce qu'elle a contribué à construire les conditions qui le rendent possible. Depuis des années, la Chine a construit autour de l'Iran une architecture économique parallèle. Des paiements en yuan par l'intermédiaire de banques chinoises de second rang, en dehors du réseau SWIFT, une flotte fantôme de pétroliers qui coupent leurs transpondeurs et procèdent à des transferts de navire à navire dans les eaux malaisiennes, du brut iranien réétiqueté comme brut malaisien et livré à des raffineries chinoises indépendantes sans documentation claire, une réserve stratégique de pétrole bâtie à partir de pétrole iranien et russe à prix réduit, donnant à Pékin un coussin si Hormuz devient instable. Voilà le problème quand on traite les sanctions comme une finale télévisée à suspense, l'autre camp passe des années à écrire la saison suivante. Cette architecture n'a pas été improvisée au cours des dernières 48 heures, elle a été construite discrètement il y a plus de 10 ans. Son objectif était de garantir que si l'Iran atteignait un jour un moment comme celui-ci, il aurait assez d'oxygène pour continuer à résister. Et le résultat est visible dans un chiffre brutal. Avant la guerre, l'Iran exportait environ 1,68 million de barils de pétrole par jour. Pendant les semaines les plus intenses du conflit, alors qu'Ormuz était largement fermé et que les bombardements américains étaient à leur sommet, l'Iran aurait exporté 1,84 million de barils par jour. Davantage pendant la guerre qu'avant. Les registres douaniers chinois peuvent afficher 0 importation en provenance d'Iran, mais les importations chinoises enregistrées de soi-disant brut malaisiens ont tourné autour de 1,3 million de barils par jour, soit plus du double de toute la production nationale de pétrole de la Malaisie. Cet écart raconte l'histoire. Une grande partie de ce pétrole est iranienne. Et le système qui le déplace
ne peut pas être facilement atteint par le blocus. Tant que ce système fonctionne, le CGRI a la preuve que la résistance est viable. Chaque baril qui arrive en Chine renforce l'argument de la faction qui dit « nous pouvons tenir ». La démission de Galibaf, c'est le CGRI qui encaisse cette confiance. C'est ici que le slogan de pression maximale commence à ressembler moins à une stratégie qu'à une légende très coûteuse. La Chine est sur la liste autorisée, la Russie est sur la liste autorisée, le CGRI décide qui entre sur cette liste, et en rejetant une proposition qui aurait élargi le passage garanti aux navires du Golfe, le CGRI a montré qu'il entend maintenir un accès sélectif. Un Hormuz sélectif, géré par le CGRI, est extrêmement utile à la Chine. Cela signifie que la position préférée de la Chine n'est pas temporaire, elle devient structurelle. Voilà pourquoi le silence de la Chine au sujet de Galibaf n'est pas nécessairement de l'indifférence. C'est peut être une approbation calculée. Maintenant, regardons ce que cela signifie pour la structure réelle de l'accord. L'Amérique négocie autour de 3 exigences centrales. Premièrement, aucun enrichissement nucléaire. Deuxièmement, Hormuz doit rouvrir selon des conditions que Washington considère comme une libre navigation. Troisièmement, le stock d'uranium de l'Iran doit être physiquement retiré du pays. À Islamabad, l'Iran serait allé à environ 80% du chemin. La faction diplomatique menée par Galibaf et Araghchi a montré de la flexibilité sur le calendrier de l'enrichissement et a laissé entendre une certaine flexibilité sur la question de l'uranium. L'Amérique a proposé une pause de 20 ans dans l'enrichissement, l'Iran a répliqué avec 5 ans, il reste donc un écart de 15 ans. L'Amérique voulait que l'Iran remette son stock d'uranium. L'Iran a déclaré qu'il ne le transférerait jamais hors du pays. Mais la question la plus difficile a toujours été Hormuz. L'Iran insiste pour que le passage soit coordonné par les autorités iraniennes. L'Amérique insiste sur la libre navigation sans contrôle souverain iranien. Le rejet de la proposition qatari par le CGRI révèle ce qu'est réellement l'écart restant de 20%. Il se trouve que les derniers 20% sont exactement l'endroit où les slogans vont rencontrer la réalité. Ce n'est pas un détail technique. Ce n'est pas une formule d'inspection, ce n'est pas seulement une question de calendrier, c'est la question de l'autorité. Le passage par Hormuz exige-t-il la permission iranienne ou fonctionne-t-il sous un cadre international qui ne requiert pas la permission de l'Iran? Galibaf était prêt à brouiller cette ligne. Le CGRI ne laisse pas. Et sans Galibaf, la personne qui mènera la prochaine ronde de discussion sera quelqu'un que le CGRI approuve. Cette personne ne brouillera pas la question de la souveraineté à moins que le CGRI ne l'autorise. Donc, l'écart de 20% a peu de chances de se réduire. Il pourrait rester stable. Il pourrait s'élargir. Il existe aussi une autre dimension que beaucoup de gens négligent. L'Iran perçoit maintenant des droits de passage à Hormuz. Le propre adjoint de Galibaf aurait confirmé que l'Iran a reçu ses premiers revenus tirés des droits imposés aux navires cherchant à passer par le détroit. Les navires paient. L'Iran reçoit de l'argent. Et le CGRI contrôle le système. Cela change complètement la structure des incitatifs. Lorsque Hormuz n'était qu'un levier, le but était de l'utiliser pour arracher des concessions. Mais lorsque Hormuz devient une source de revenus, l'incitatif est de préserver le mécanisme qui génère cet argent. Un accord qui ouvre Hormuz selon des conditions de libre navigation met fin au système de péage. Un accord qui reconnaît l'autorité de coordination iranienne maintient ce système en vie. Le CGRI vient de montrer quel résultat il préfère. Une fois qu'un point de contrôle devient une caisse enregistreuse, aucune tempête de pupitre ne le fait disparaître. Pendant ce temps, Trump a ordonné à la marine américaine de détruire tout navire iranien pris en train de poser des mines à Hormuz. Pas de le saisir, de le détruire. C'est une escalade dans les règles d'engagement, même si le cadre de cessez-le-feu est censé suspendre l'escalade. La réponse du CGRI a été le silence. Pas de contre-menace, pas de protestation officielle, seulement le silence. Ce silence peut signifier l'une de deux choses. Soit le CGRI croit pouvoir absorber cet ordre, soit il estime que cet ordre change très peu de choses parce que les mines qui comptent sont déjà dans l'eau. Dans les deux cas, le CGRI façonne maintenant les deux côtés du cycle de l'actualité, le déplacement diplomatique à l'intérieur de l'Iran et le silence opérationnel face à l'ordre de destruction de Trump. L'ordre le plus bruyant dans la pièce n'est pas toujours celui qui change le champ de bataille. Maintenant, pour être juste, l'argument optimiste mérite d'être pris au sérieux. Premièrement, la démission de Galibaf n'est pas officiellement confirmée. Le reportage vient de médias israéliens citant des sources qui pourraient avoir leurs propres incitatifs. L'Iran n'a pas formellement confirmé la démission, Galibaf ne l'a pas confirmé publiquement, le CGRI ne l'a pas officiellement confirmé.
Tant que l'Iran ne nomme pas de remplaçant ou que Ghalibaf ne s'exprime pas, le reportage demeure non confirmé. Deuxièmement, même si la démission est réelle, Araghchi reste ministre des Affaires étrangères. Il était à Islamabad. Il a été un canal diplomatique tout au long du conflit. Il a dit à plusieurs moments que l'Iran était près d'un accord. Perdre Ghalibaf affaiblirait la faction diplomatique, mais cela ne la détruirait pas automatiquement. Troisièmement, le rejet de la proposition qatari par le CGRI ne met peu être pas fin à la diplomatie. Il rejette peu être simplement un cadrage. Une autre formule pourrait encore permettre à l'Amérique de dire que Hormuz est ouvert, tout en permettant à l'Iran de dire que le passage est coordonné par les autorités iraniennes. Les deux affirmations pourraient coexister sur le plan opérationnel, même si elles demeurent juridiquement incompatibles. Cet argument a un poids réel. La diplomatie fonctionne souvent en donnant aux deux camps un langage auquel ils peuvent survivre politiquement. Mais voici ce que l'argument optimiste ne peut pas pleinement expliquer. Le CGRI n'a pas simplement bloqué une proposition, il aurait écarté la personne qui l'avait proposée. C'est catégoriquement différent. Bloquer une proposition laisse le négociateur en place pour essayer une autre formule. Écarter le négociateur signale que le commandement militaire ne lui fait pas confiance pour continuer à explorer des formules. Même si la démission est plus tard rétractée, la leçon demeure. Chaque diplomate iranien connaît maintenant la règle. Faites des propositions que le CGRI aime, ou perdez votre poste. Cette leçon ne disparaît pas. Et la Chine le sait. C'est une note de service difficile à enterrer sous un visuel de victoire. Alors, surveillez 3 choses dans les prochaines 48 heures. Premièrement, regardez si l'Iran confirme ou nie officiellement la démission de Ghalibaf. Un gouvernement qui voudrait tuer l'histoire la nierait rapidement. Chaque heure sans démenti officiel permet à la version des événements du CGRI de se durcir à l'intérieur du système politique iranien. Regardez aussi si Ghalibaf apparaît publiquement, son silence dira s'il a encore le poids nécessaire pour riposter. Deuxièmement, regardez qui est nommé pour diriger la prochaine ronde. Si le remplaçant vient du ministère civil des Affaires étrangères ou de l'équipe diplomatique d'Araghchi, alors la diplomatie est affaiblie, mais elle est encore vivante. Si le remplaçant a des liens directs avec le commandement du CGRI, alors les militaires n'ont pas seulement mis leur veto à une proposition, ils ont installé leurs propres représentants à la table. Cette distinction compte. Elle indique quel Iran négocie, et l'Iran qui négocie déterminera si l'écart restant se réduit, se fige ou s'élargit. Le nom sur la chaise peut compter davantage que les slogans à l'extérieur de la pièce. Troisièmement, regardez la Chine. Wang Yi aurait appelé Araghchi à plusieurs reprises tout au long de ce conflit. Si la Chine publie une déclaration soulignant la continuité de la diplomatie, la représentation soutenue ou la préservation du canal de négociation, alors Pékin pourrait signaler qu'il craint que le CGRI soit allé trop loin. Mais si la Chine ne publie qu'un appel générique au cessez-le-feu et à une résolution pacifique, sans mentionner le changement dans la structure de négociation iranienne, alors Pékin a probablement décidé que le mouvement du CGRI sert mieux la position actuelle de la Chine que le fait de s'y opposer. Pékin n'a pas besoin d'une phrase de ralliement quand le silence fait déjà le travail. Surveillez aussi les revenus de péage. Si l'Iran commence à publier les revenus cumulatifs des péages à Hormuz, il institutionnalise le système. Il dit « ce n'est plus une mesure temporaire de temps de guerre. Voilà comment fonctionne Hormuz maintenant. Nous le gérons. Nous en tirons des revenus. » Tout accord qui met fin à ce système met fin à une source de revenus que le CGRI a déjà créée. C'est une posture de négociation très différente de celle que Ghalibaf semblait prêt à explorer. À partir d'ici, il y a 2 chemins. Le premier est que le déplacement de Ghalibaf soit temporaire. Araghchi comble le vide. L'Amérique fait un geste, modifie le langage du blocus, libère un membre d'équipage détenu ou signale de la flexibilité sur le calendrier de l'uranium. Le CGRI accepte ce geste comme suffisant pour revenir aux discussions sans donner l'impression de renoncer à sa revendication de souveraineté. Ghalibaf n'est pas remplacé par une figure du CGRI. Araghchi mène la prochaine ronde. Le déplacement devient un tir d'avertissement, pas un événement terminal. C'est possible, mais cela exige que Washington comprenne que le CGRI a rejeté la proposition qatari à cause du cadrage, pas des chiffres. L'Amérique devrait construire un cadre qui lui donne un passage pratique par Hormuz, tout en permettant à l'Iran de revendiquer une autorité de coordination. Ce cadre est techniquement possible. La question est de savoir si Washington peut accepter l'ambiguïté sans donner l'impression d'une concession. L'ambiguïté est utile en diplomatie.
mais terrible pour quiconque vend la victoire totale avant l'heure du dîner. Le deuxième chemin est plus dangereux. La mise à l'écart de Galibaf par le CGRI devient permanente. Le prochain négociateur iranien est quelqu'un choisi par les gardiens de la révolution ou étroitement lié à eux. Dans ce scénario, l'écart sur la souveraineté d'Ormuz ne se referme pas, il devient le point de départ de l'Iran. Le système de péage, la liste d'accès sélectif et la revendication d'un passage coordonné deviennent institutionnalisés. La demande américaine de libre navigation devient structurellement incompatible avec le nouveau modèle opérationnel iranien, et un conflit construit autour de positions non négociables incompatibles produit rarement un accord propre. Il produit une impasse. Parfois une faible violence, parfois une violence plus élevée, mais pas de règlement tant que le calcul de survivabilité d'un des deux camps ne change pas. C'est la partie qu'aucun élément de langage des casquettes rouges ne peut compresser en une fin nette. La Chine est positionnée pour les deux chemins. Si la diplomatie reprend, la Chine gagne de l'influence sur les conditions finales. Si l'impasse continue, la Chine bénéficie du pétrole à prix réduit, de l'accès sélectif, d'une infrastructure de flotte fantôme et d'un Iran qui continue de drainer l'attention américaine. Dans les deux cas, Pékin n'est pas en mauvaise posture. C'est pourquoi son silence compte. La Chine a peut être déjà calculé que le mouvement du CGRI ne nuit pas à ses intérêts. Il pourrait même les servir. Alors posez la question que la plupart des points de presse ne posent pas aujourd'hui. Si l'homme avec qui l'Amérique négociait aurait démissionné parce que le CGRI a bloqué sa proposition et que la Chine n'a rien dit, que lit la Chine dans ce silence, la réponse peut être simple. La Chine regarde un diplomate disparaître au moment exact où un accord était à portée de main. Et l'histoire suggère que lorsque le commandement militaire déplace la diplomatie à ce moment-là, la phase suivante est rarement plus facile à contrôler. Et peu importe avec quelle force le monde de Trump proclame le contrôle, la carte continue de répondre dans un langage plus discret et beaucoup plus dur.